C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quasi et c'est Christophe Masson qui s'y colle. Christophe Masson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous accorder ces 17 minutes pour tenter de comprendre un peu mieux le projet de la piste longue. Ça tombe bien, hein, vous êtes le délégué pour la piste longue à Mayotte. Alors, depuis 1995, on a une piste qui fait 1935 mètres, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On a une fréquentation relativement importante et qui grimpe. Hein. En 2009, 170 000 personnes. 10 ans plus tard, près de 400 000. Ça, c'est les dernières études de 2019. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, en 2021, on dépasse la barre des 400 000. Est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, la piste longue telle que la population l'imagine est toujours d'actualité? Oui, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui, oui, puisqu'on est maintenant rentré, ce qu'on appelle nous dans la phase de réalisation du projet. Alors peut-être que sur le terrain, les choses ne se voient pas forcément, mais oui, c'est normal. Dans une phase de réalisation, il y a des travaux préparatoires à mener. Les travaux préparatoires, c'est vraiment essentiel pour qu'on ait une opération qui soit réussie, et un chantier qui soit réussi. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où il faut qu'on définisse très clairement, très finement le projet, mais aussi qu'on le sécurise juridiquement et techniquement. Oui. Il y a des enjeux qu'il faut qu'on traite spécifiquement sur ce projet. Et notamment sur le plan environnemental. De toute manière, je vous rassure, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, après cette émission, dans la deuxième partie de cette émission plutôt, vous aurez, on va vous diffuser 2 films, réalisés par vos services évidemment, donc ce sont des films de promotion. D'explication. Et vous verrez le véritable projet avec des images 3D, un film qui est très très bien fait. Vous disiez tout à l'heure, attention, protection et savoir jouer entre guillemets, avec la problématique environnementale. En septembre l'année dernière, en 2020, il y a eu un dossier qui a été remis et il a été, soyons clairs, Christophe Masson, démonté par la population, démonté par la presse, en disant on s'est planté sur ce dossier environnemental. Alors, ça me permet de donner un peu d'explication justement sur cette chose-là. Déjà, la première chose, l'environnement, pour nous, c'est un des 3 enjeux majeurs de ce projet. Je reviendrai probablement sur les 2 autres, les matériaux et risques naturels. Mais l'environnement, c'est un enjeu majeur parce que ça soit dans le lagon ou même sur la partie terrestre, là où on va extraire des matériaux, c'est un milieu qui est sensible d'un point de vue environnemental. Donc nous, on souhaite prendre les choses correctement sur ces sujets-là, complètement. D'une part, on associe toutes les associations environnementales de Mayotte pour traiter ce sujet-là de façon constructive, en fait, avec eux. Et surtout, on traite le sujet en le sécurisant juridiquement et techniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à ce que vous évoquiez sur l'avis de l'autorité environnementale qui était donné sur un dossier, il faut remettre ça... Par l'ADEAL. Alors, par l'autorité environnementale qui est une autorité indépendante. Mais qui dépend de l'État. C'est un service d'État. Oui, mais c'est indépendant. Elle donne les avis, ce n'est pas le gouvernement qui donne des avis. Il faut savoir que c'est nous qui avons sollicité l'autorité environnementale volontairement. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Mais l'autorité environnementale n'a pas donné d'avis sur le projet. La question qu'on a posée, nous, à l'autorité environnementale, c'est qu'est-ce que vous voulez voir dans le dossier d'étude d'impact qu'on vous présentera mi-2022 et sur lequel vous, autorité environnementale, vous aurez un avis à donner. Donc qu'est-ce qu'a fait l'autorité environnementale? Elle a dit, voilà la liste de tout ce que je veux. Donc c'est apparu comme un dossier incomplet, mais c'était normal, puisque la question qu'on posait, c'est qu'est-ce que vous voulez voir? Il n'y a pas d'avis sur le fond. Il n'y a pas d'avis sur le fond. L'avis sur le fond... Donc le dossier n'a pas encore été présenté, il le sera en 2022, l'année prochaine. C'est ça, mi-2022, fin des travaux préparatoires. Il y aura l'étude d'impact qui sera soumise à l'autorité environnementale, qui sera soumise à l'ARS, qui sera soumise à la Comité national de protection de la nature. Donc là, pour ceux qui disent aujourd'hui on s'est planté sur ce dossier, ils ont faux. Exactement, ils ont faux. Au contraire, j'irais pour nous, c'était un élément pour sécuriser la suite du projet. On voulait savoir ce qu'il fallait dans le dossier, ce que l'autorité environnementale souhaitait. C'est des choses très simples. C'est par exemple pour telle espèce, je veux dire le dugong, quel est le périmètre qu'il faut qu'on regarde pour estimer effectivement l'impact qu'il peut y avoir sur le dugong, sur les tortues, sur les chauves-souris. Voilà, c'est des choses comme ça. Et naturellement, l'autorité environnementale a redonné toute la liste de ce qu'elle veut voir. Et alors justement, parmi cette liste, Christophe, est-ce qu'il y a des choses qui font que ce projet pourrait se bloquer?
je vais vous la faire courte. On a vu en France des autoroutes s'arrêter parce qu'il y avait des grenouilles à pois rouges qui devaient traverser, donc les travaux ont été arrêtés. Est-ce que là, on va avoir un projet qui va se ralentir ou se stopper à cause de projets environnementaux? Moi je dis non. Légitime, hein? Oui, oui, tout à fait, je dis non. J'ai déjà traité moi d'autres dossiers comme ça, y compris dans des parcs naturels marins, dans des secteurs qui étaient très sensibles d'un point de vue environnemental. La façon de prendre les choses, il faut les prendre, comme je disais tout à l'heure, de façon constructive. C'est-à-dire traiter les choses avec les associations environnementales qui ont une connaissance des lieux, qui savent aussi, qui vont savoir proposer, nous dire quels sont les enjeux principaux et proposer aussi des mesures. Alors on va définir des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Et donc c'est ce travail en commun qui permettra de faire aboutir le projet. Et ce travail en commun, on l'a déjà entamé depuis un certain temps avec les associations. On va les réunir encore prochainement pour présenter les résultats de l'état des lieux environnemental, le recensement de toutes les espèces qu'on a pu voir. On va échanger avec eux, est-ce qu'il y a des manques ou pas. Et puis ensuite, on définira avec eux les mesures. Et comment vous allez faire pour sécuriser ce côté environnemental? Vous parlez des tortues, des raies, des dugongs, enfin voilà, de toute la faune et la flore qui est autour de, ou qui sera autour de cette piste. Comment vous allez faire? Vous allez mettre des grillages? Vous allez les empêcher d'arriver? Comment ça va se passer? Non, il y a des mesures qui sont spécifiques après, suivant les espèces qui vont être les plus sensibles. Hein. Il va y avoir des mesures spécifiques par rapport au milieu marin, il y en aura d'autres par rapport au milieu terrestre. C'est parfois des périodes d'intervention. Dans d'autres cas, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais dans des secteurs qui sont un peu sensibles d'un point de vue environnemental, il y a des périodes de l'année où on n'intervient pas. Par exemple, il y a des opérations de dragage, je parle dans un parc naturel marin, on intervient uniquement sur certaines périodes de l'année, d'autres périodes il ne faut pas intervenir pour laisser faire la nature en fait. Voilà. C'est des choses comme ça, c'est des mesures comme ça. Intervenir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on leur dit « Allez les enfants, il faut aller jouer ailleurs ». Non, c'est pas ça, c'est que par exemple il y a des périodes de reproduction, il faut éviter ces périodes de reproduction, des choses comme ça. Après, mais ça se regarde espèce par espèce. Après, il y a sur les aspects flore, on va dire, ça peut être aussi des reconstructions, des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'on prend un secteur où on va compenser finalement l'impact que l'on a fait en permettant le développement d'espèces qui sont aujourd'hui menacées. Il y a quelques semaines de ça, au moment où l'émission est diffusée, ça fera déjà quelques semaines, il y a eu un rapport qui est sorti, et ça mérite éclaircissement, et c'est aussi pour ça que vous êtes là. La piste, le projet de la piste longue serait déjà raccourci de 50 mètres. Info ou intox? Alors, nous avons mis à jour en fait ce qu'on appelle l'étude opérationnelle. Qu'est-ce que c'est l'étude opérationnelle? Ça consiste finalement à demander aux compagnies aériennes ce qu'ils envisagent à l'avenir pour desservir Mayotte, desservir en direct naturellement. Et donc, quels sont les avions qu'ils envisagent d'utiliser à l'avenir et comment ils vont évoluer. Parce qu'on va construire une piste en fonction des avions qui vont atterrir. Bien entendu, ça paraît assez logique. Il faut aussi optimiser les choses en fonction des autres enjeux que l'on a. Donc on a questionné les compagnies aériennes qui, leurs besoins convergent sur les mêmes types d'avions. Il y a 4 avions à peu près qu'ils envisagent de mettre en place sur Mayotte ultérieurement. Ce pas des avions qui sont utilisés aujourd'hui, c'est plutôt des avions de plus grande capacité. Et donc à partir de là, nous on s'est fixé des objectifs ambitieux de desserte, naturellement de desserte directe. 100% de passagers dans les avions, ce qui n'existe jamais, il n'y a jamais 100%. Possibilité de développement de fret. Et 4 vols perturbés par an au maximum, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, 1 vol par mois. Et quand on dit perturbé, le vol n'est pas annulé, simplement on attend que les conditions soient un peu meilleures. Les mêmes conditions aujourd'hui, avec la piste que l'on a, la moitié du temps les avions ne décollent pas. Voilà, vous voyez l'écart qu'il y a. Et donc à partir de là, on a repris les calculs pour savoir quelle était la bonne longueur optimale qu'il faudrait pour répondre à ces besoins. Et la longueur optimale aujourd'hui sur laquelle on arrive, c'est 2510 mètres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à moins, donc l'info est bonne. L'info est bonne, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, uniquement en regardant l'étude opérationnelle, 2510 mètres de piste, c'est suffisant. Néanmoins, on n'a pas arrêté encore la longueur, parce que la longueur, on l'arrêtera quand on aura fini les autres études, risques naturels, environnement, matériaux. On va regarder les choses globalement et c'est quand on aura tous les éléments qu'on va choisir définitivement la longueur de la piste. D'accord, pour l'instant il n'y a rien d'arrêté, on est encore sur de la réflexion. Pardon pour ce mot un peu anglais, mais on est dans le brainstorming encore. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est 50 mètres en moins pour couper court à toutes les rumeurs, parce qu'il y en a. On est à Mayotte. Et ailleurs c'est pareil. C'est pas pour faire des économies et de bouts de chandelle.
Non, 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 non. Là, c'est juste pour dire, en fonction des besoins, Ouais. voilà ce qu'il faut qu'on mette en place au minimum. Ouais. Voilà, le choix, on le fera après sur la longueur. C'est pas pour faire des économies. Par contre, il faut qu'on tienne compte des autres enjeux. Bien sûr. Les autres enjeux, ils vont conduire à faire le plus court possible. Hein. Évidemment. Mais on va Probablement, on va en probablement. parler. Ouais. Peut-être, c'est pas sûr. Oui, C'est pas sûr. Ouais. On va en parler, mais on va attaquer tout de suite sur la deuxième partie de cet entretien. Bon, on a vu sur les images, et on les reverra après, à quoi pourrait ressembler cette piste. À 10, 20, 30, 40, 50 mètres près. On a vu son orientation, on a compris le problème environnemental. Maintenant, Christophe, il va falloir la construire, cette piste. Et la construire, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir ce qu'on trouve sur n'importe quel chantier. Des camions, des gravats, il va falloir de la matière première. Et comment vous allez acheminer, parce que c'est aussi une vraie grande question, acheminer toute cette matière première là-bas, sur la piste. Parce que si on les fait passer ici sur le boulevard des Crabes, c'est un camion toutes les 30 secondes pendant 2 ans, 3 ans. À peu près. Les habitants, enfin tout le monde va péter un câble. Là. Alors, peut-être pour voir les choses globalement, déjà, la première chose, c'est identifier où est-ce qu'on va aller chercher ces matériaux. Ouais. Il y a 3 grands types de matériaux pour construire la piste. Il y a des enrochements, naturels ou artificiels, mais il faut des enrochements. S'ils sont artificiels, il nous faut ce qu'on appelle des granulats, c'est-à-dire tout ce qui va être dans les ouvrages en béton. Des ouvrages en béton, il y en aura besoin sur la piste, donc c'est le deuxième type de matériaux. Il y en a besoin aussi pour faire la chaussée de la piste. Troisième type de matériaux, c'est les matériaux de remblai, donc ils sont de moins bonne qualité. Alors globalement aujourd'hui, les matériaux de remblai, on va les trouver sur petite terre. Par contre, les matériaux, ce qu'on appelle un peu les matériaux nobles, élaborés, granulats, enrochements, il n'y en a pas sur petite terre. Donc il faut aller les chercher sur grande terre ou ailleurs. On a regardé toutes les sources possibles, il y a ce qu'il faut sur grande terre. Donc l'option qu'on prend, c'est d'aller les chercher sur grande terre. Maintenant, après, il faut les acheminer. Et comment on les amène là-bas? Voilà. Et naturellement, il est hors de question qu'on prenne la barge qui existe aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Pour acheminer les matériaux de grande terre, il faut qu'on mette en place des nouveaux services en fait, maritimes pour acheminer ces matériaux. Donc des bateaux spécifiques pour acheminer ces matériaux. C'est ça, exactement. Exactement. Alors ça peut être des lignes aussi qui soient réutilisées après, si on fait ça de façon intelligente avec les collectivités. Et puis on a un travail à faire ici spécifiquement sur grande terre. C'est bien de les acheminer, les matériaux, ils vont arriver sur petite terre. Il y a des matériaux, l'essentiel des matériaux, c'est 2 millions de mètres cubes de remblai, ils sont sur petite terre, il faut les amener sur le chantier. Et là aussi, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser quasiment pas la voirie existante. Donc on a tout à inventer. Oui, ça va et il ne faut pas perturber non plus l'exploitation de l'aéroport. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. C'est-à-dire que pendant les travaux... il y aura la continuité de l'exploitation de l'aéroport, tous les vols seront assurés, comme aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est complexe, que l'on regarde, on concertera aussi sur ces sujets-là. Ça fait partie de la sécurisation du projet, ça fait partie de ce que l'on souhaite nous discuter, notamment avec les riverains, avec la population, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va être touché. C'est clair. Donc il faut qu'on organise les choses correctement. Il y a suffisamment d'autres chantiers qui sont bloqués pour des sujets d'approvisionnement en matériaux. On ne veut pas se retrouver dans ces situations-là, donc on veut tout sécuriser, acheter les terrains, là où on va extraire les matériaux, organiser tout le cheminement des matériaux et naturellement minimiser l'impact qu'il pourrait y avoir sur les riverains, sur la population. Il nous reste 5 petites minutes et j'aimerais évoquer avec vous un problème qui me semble extrêmement important. On le sait, on a un volcan qui n'est pas très loin. On sait aussi que la petite terre s'enfonce tous les ans. Certains parlent de 12 cm par an, à vérifier. On sait aujourd'hui, Christophe Masson, que quand on a des fortes marées et qu'il pleut, on a la piste qui est couverte d'eau. Et là, dans les années à venir, ça va être pire encore parce qu'on s'enfonce. J'imagine que tout ça c'est prévu. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir une piste sur pilotis avec un ascenseur? Alors, la question, il y a 3 choses par rapport au nouveau volcan, 3 éléments. La première chose, c'est que la piste, elle va être sur le platier. Donc il faut qu'on s'assure, la première chose, que le platier qui est soumis en permanence à des micro-séismes, on ne les ressent pas, mais il y en a en permanence. Il y en a qu'on sent. Il y en a qu'on sent. Donc il faut qu'on s'assure, et c'est ce qu'on a fait. On a fait des sondages, on analyse les matériaux pour savoir si les matériaux qui sont en place sur le platier sont capables de supporter la piste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement l'île s'est enfoncée de 19 cm.
Ça s'est stabilisé depuis, Ouais. ça n'évolue plus, mais c'est susceptible encore d'évoluer. Bien sûr. Donc on prend en compte, nous, dans les études, qu'effectivement, qu'il peut y avoir des phénomènes comme ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui vont faire que l'île va s'enfoncer encore. Mais on a un autre phénomène en même temps. On a le changement climatique qui fait que l'eau monte. Pour vous donner un ordre de grandeur, Les glaciers fondent, donc il y a plus voilà. d'eau, ça monte. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à l'horizon de 100 ans, c'est l'horizon qu'on se donne sur ces grandes infrastructures de transport, c'est plus de 2 mètres d'écart par rapport à aujourd'hui. Voilà. À la fois la subsidence de l'île et la montée des eaux. Donc tout ça, on le prend en compte dans les études. Oui, d'accord, mais comment vous allez le gérer? C'est-à-dire Ben, que la piste, forcément, vous allez... Voilà. Ben, piste en hauteur. la piste, il faut la monter, effectivement. Parce qu'on ne peut pas être dans la situation aujourd'hui où, quand il y a une grande marée, fort coefficient, à pleine mer, effectivement, il y a de l'eau au nord de la piste. Donc la nouvelle piste sera plus haute que l'ancienne. Tout à fait, tout à fait. Troisième point par rapport au nouveau volcan, c'est important aussi, c'est le risque de tsunami. Oui. Le risque de tsunami qui est lié à des effondrements sous-marins, en fait, des flancs de Mayotte, et qui peuvent créer donc des effondrements d'un seul coup d'un gros volume de matériaux, qui créent une grosse vague qui arrive là aussi dans le même secteur. C'est le secteur le plus sensible de Mayotte. Donc là, il faut qu'on dimensionne aussi la carapace que l'on met autour de la piste pour que la piste résiste à ces tsunamis. Et là, par contre, le sujet Quand vous pilotis, dites la carapace, c'est des gros enrochements. comme une digue, en C'est quelque ça, sorte, c'est une digue naturelle. C'est ça, tout Ouais. à fait. Sauf qu'il va y avoir une certaine force avec ces vagues, que ce soit les vagues, des houles Ouais, cycloniques Il faut que ça résiste. ou les tsunamis liés au nouveau volcan. Il faut que ça résiste. Ouais. Il faut que ça soit bien calibré au niveau hauteur pour qu'effectivement, ça ne soit pas emporté. Ouais. Le sujet des pilotis, on l'a regardé, c'est une question qui a été posée. Le problème des pilotis, c'est justement par rapport à ces risques naturels. C'est que, si vous voulez, il faut que les vagues, y compris en cas de tsunami, passent dessous et ne viennent pas toucher la dalle en fait, de la piste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si l'eau vient toucher, il va y avoir une pression qui va faire monter la piste, et la piste, vous la retrouvez plusieurs centaines de mètres plus loin. C'est clair. Les différents événements, pour conclure cette première partie d'émission, différents événements météorologiques qui sont passés dans les Caraïbes il n'y a pas si longtemps que ça, j'imagine que ça fait école ici. Oui, ça fait école. On en tient pardon. compte. On en tient compte surtout dans la force en fait de ces événements. Alors, il se trouve que sur Mayotte, il y a une certaine protection. En fait, les cyclones sont bien moins puissants que dans les Antilles. C'est une certaine protection en fait de Madagascar. Néanmoins, on voit bien qu'avec le changement climatique, les choses évoluent et donc il peut y avoir une force plus importante. On en tient compte aussi, naturellement, dans nos études pour définir techniquement le projet. Christophe Masson, vous restez avec nous encore quelques minutes si vous êtes d'accord. On va tourner une petite page de publicité et on se retrouve juste après sur le plateau de CQFD.